Eh bien, Ça marche. salut Laurie, j'espère que tu vas bien. Merci de joindre ce podcast aujourd'hui qui sera certainement diffusé un jeudi soir, 21h15. Écoute, je te laisse te présenter rapidement en 2 minutes. Merci à toi et à ton travail. Avec C'est plaisir. très agréable de pouvoir être interviewée. Donc moi, je m'appelle Laurie, je suis sophrologue professionnelle, cartomancienne également, depuis plusieurs années maintenant, depuis 2020. Ok, Je suis actuellement à plein temps dans cet accompagnement que je propose. ok, Euh, que dire d'autre? J'accompagne surtout des personnes en burn-out, changement de vie, grosse épreuve au niveau du travail, du couple. Voilà. ok, C'est vraiment un peu la grosse base que j'ai en ce moment au niveau des personnes. Certaines maladies aussi, de l'orientation vers une meilleure santé. Ça, j'ai aussi pas mal d'accompagnement à ce niveau-là. Et ma particularité que j'aime bien, c'est que j'alterne les cartes avec la sophrologie. C'est quelque chose qui fait partie de mon accompagnement, ok, qui m'accompagne vraiment dans l'ouverture et dans la prise de conscience de ce que les gens traversent. Donc ok. voilà, D'accord, très bien. Donc, sophrologue et cartomancienne. Donc, la c'est ça. cartomancie, c'est le don de lire dans des cartes. Mhm. De voir qu'est-ce que tu vois dans les cartes justement. Tu vois le passé, tu vois le présent, tu vois le futur. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut comparer ça à de la médiumnité ou l'intuition? Comment tu vois ça? Alors moi, je le vois plutôt comme de l'intuition. Mhm. Il y a une grosse part divinatoire dans les cartes, mais moi, quand je l'utilise par rapport à l'accompagnement des personnes, parce que je fais aussi de l'hypnose à côté, mais on va dire plutôt la base de sophro, je vais plutôt l'utiliser comme la transcription des énergies de la personne, plutôt comme quelque chose de divinatoire. J'ai pas envie d'enfermer la personne dans une case en lui disant voilà, elle vit ça aujourd'hui, elle est dans telle énergie aujourd'hui, et il y a un Mhm. côté très fatal, c'est-à-dire que ça tend forcément vers cette sortie ou ce résultat-là. Alors que c'est pas du tout ça. Je pars du principe que la personne est maître aussi de ce qu'elle met en place, de ses prises de conscience, du pouvoir qu'elle a au quotidien, de ses responsabilités. Donc il n'y a pas je vois pas forcément la finalité de quelque chose de très divinatoire dans les cartes. Je pars vraiment du moment présent. Pour le coup, tu Mhm. as bien mis le doigt dessus, mais je suis plus dans le moment présent que dans le futur ou dans le passé. Mhm. Et bien sûr, je peux voir les liens. C'est-à-dire que lorsque je fais même jusqu'un tirage de cartes, il y a aussi des liens qui se découlent avec le passé, avec des choses qui sont bloquées. Mais je pars toujours de ce que la personne, elle porte aujourd'hui, de ses bagages et de là où elle a envie d'aller. Parce qu'on D'accord. crée forcément son futur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Et avec la sophro, justement, ça permet de définir simplement les énergies qu'elle a aujourd'hui, actuellement. Donc moi, j'utilise beaucoup le tarot, par exemple, Ok. parce qu'il y a un côté très initiatique dans le tarot. C'est très sympa. Alors que les oracles, c'est plus des conseils, des tentés qui sont définis, alors que le tarot, je vois vraiment la progression de la personne. Et en fonction de ce qui sort, je vais orienter justement la séance par rapport à ça. Donc, il va y avoir des mots-clés, il va y avoir des visualisations qui vont être beaucoup plus ciblées. Et je pars aussi de ce que la personne m'amène comme bagage. Donc, il y a vraiment un mix des deux. Ok. Donc, je dirais plutôt que c'est de l'intuition pour ma part. C'est comme des messages un peu que je perçois, plus subtils, et où on va co-créer ensemble l'accompagnement qu'elle a besoin. Ok, d'accord. Donc ta formation initiale, c'est la sophro. C'est ça. Et du coup, les cartes, c'est venu par après ou c'est quelque chose qui... Ouais. Alors, les cartes sont venues avant, justement. Ok, J'ai été cartomancienne bien avant. d'accord. Ça fait, je pourrais même plus dire, ça fait des années maintenant, par curiosité au début, où je suis quelqu'un de très visuel, j'aime beaucoup les images. Donc, une image me parle beaucoup plus qu'un son ou qu'autre chose. Ok, Donc, automatiquement, je me suis orientée plutôt vers les cartes. Alors, j'essayais tout, hein, le pendule, enfin, voilà, j'essaie de plein d'outils. C'est les cartes vraiment qui m'ont choisi, je dirais. Donc, j'ai commencé à travailler ça. Je me suis un peu amusée pour définir un peu aussi ma manière de voir les choses. mhm, Et puis, quand je me suis formée à la sophrologie, plus dans cette approche d'un accompagnement personnalisé et d'évolution, tout simplement, vraiment aider les personnes
à reprendre un peu leur évolution aussi et puis leur chemin, parce qu'il y a des moments où c'est un peu bloqué. Mhm. En fait, les cartes ont toujours fait partie de ma vie. Donc à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas en fait Allier les deux. travailler ma subjectivité par rapport à ça. C'est-à-dire que au lieu d'arriver avec moi-même mes voiles, moi-même mes croyances que je travaille, mais que je porte aussi, je me Mhm. suis dit je vais m'accompagner avec les cartes qui vont m'aider en fait à aller droit au but par rapport à une personne. Et souvent, je peux utiliser les cartes sans même avoir vu la personne. Des fois, juste en ayant un appel, quelqu'un qui veut une séance, je tire toujours les cartes avant la séance. Donc même sans connaître la personne, voilà, les cartes viennent me dire simplement ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, et là où il faudrait pouvoir l'aider un peu à relâcher certaines choses. On peut voir des pensées qui sont trop lourdes, on peut voir des souffrances. Donc les cartes sont arrivées bien avant. Et Ok. ensuite, je me suis formée à un accompagnement voilà, plus spécifique. Ok, donc ça c'était en 2020, tu disais, C'est ça, où tu t'es formé dans la sophrologie. Et du coup, c'est moi ça. j'aimerais Là où bien. j'ai été diplômée, ouais. Mm. Ok, d'accord. Donc, il y a, donc ok, une formation à distance aussi, j'imagine? Ou Non, en non? présentiel, en école, donc qui était à plus d'une heure de chez moi, mais où voilà, je me rendais, qui a duré 18 mois. Ok. Donc j'ai été diplômée en 2020, mais en fait, j'ai commencé les séances bien avant, parce que pendant les 18 mois, on s'entraîne, on a vraiment des personnes référentes. Donc, on va dire que ça fait même avant 2020 que j'ai vraiment commencé à toucher ça, mais non, non, vraiment en présentiel, en école D'accord. keysédienne d'ailleurs, vraiment l'école, le fondement même de la sociologie. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, tu disais que tu accompagnais plus spécialement les gens qui sont ou qui ont fait un burn-out. C'est Euh, ça. En fait, je dirais que c'est les gens qui viennent à moi. C'est plus ça. Parce que moi, de base, bon, voilà, je suis formée aussi pour accompagner les enfants. Je suis formée, on est formé un peu, voilà, à toute problématique, voilà, qui est possible, hein, le stress, euh, des personnes qui veulent Anxiété. aussi simplement, créer un espace en eux aussi, des personnes qui veulent se calmer. On est formé à toute problématique. Mais en fait, les premières personnes qui sont arrivées, ça a été surtout des personnes en burn-out. Mhm. Donc là où il faut en fait retravailler toutes les sphères de la vie. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée parce que travailler avec des personnes qui sont dans une phase vraiment, voilà, au fond du gouffre et où il n'y a plus rien qui tient, c'est-à-dire autant dans la sphère pro c'est compliqué, autant dans le personnel c'est compliqué, autant ils ont plus de sens non plus dans leur propre vie. Mhm. J'ai eu des personnes qui ont fait des TS, hein, des tentatives de suicide aussi, donc j'ai accompagné aussi ces personnes-là. Et en fait, j'apprécie parce que là, en fait, on vient rééduquer la personne, mais sur tous les niveaux. Alors que si on prend vraiment, par exemple, quelqu'un qui est fort stressé, voilà, on va travailler plutôt la phase mentale, la visualisation, des personnes qui vont être en phase aussi, alors avec la maladie, on va travailler plus le corps, mais aussi, on va aussi travailler les pensées, forcément, pour allier les deux. Alors que là, le burn-out et voire même la dépression, on est sur quelque chose qui est pas tangible, quoi. On peut pas vraiment le toucher Mhm. parce que la personne, elle a plus goût à rien. Donc, il faut remonter le fil vraiment du début. Et là, il y a le passage, enfin, on retourne au passé, on retourne à la confiance en soi, à l'estime, on retourne vraiment à quelque chose qui est très, très profond. Mhm. Et j'ai envie de dire que je me suis vraiment découverte avec ces personnes-là. Ça a été fabuleux même de pouvoir accompagner des personnes comme ça parce qu'on se rend compte qu'elles ont des ressources incroyables et quand ça remonte, waouh quoi. Là, il y a vraiment une rencontre qui est sublime quoi. Donc, je dirais c'est elles qui sont venues puisque moi, je suis spécialisée vraiment dans le burn-out, dans la gestion des émotions beaucoup aussi. Mhm. Mais je suis assez ouverte à beaucoup de problématiques et c'est un peu le public qui vient à moi assez facilement. Donc, Ok. j'accepte, je pense que la vie me les envoie comme ça et je travaille beaucoup voilà cette sphère-là. Ok, moi je crois beaucoup en ça, que les gens viennent vers toi, Euh, vers les coachs qui ont eu peut-être ou dans leur entourage vécu ce genre de situation. Du coup, ce qui m'amène à poser une question assez directe et personnelle. Est-ce que toi, tu as Mhm. vécu une situation similaire où quelqu'un de proche de toi a vécu cette situation de burn-out ou de déprime ou voilà, enfin, des personnes qui correspondent à l'accompagnement que tu proposes. Ouais, complètement. Bah, alors pas moi personnellement, même si voilà, on n'est jamais à l'abri de Mhm. voilà d'être entre les deux. Hein, ça, je l'ai vécu aussi. Hein, à certains moments, au niveau de la sphère professionnelle ou même privée, on flirte un peu avec cette dépression. Donc Mhm. moi, j'ai flirté, mais je suis pas tombée dedans. Ok. Par contre, autour de moi, oui, j'ai des personnes très proches qui
qui peuvent avoir des phases un peu de cette manière-là, assez, voilà, comme des épisodes qui reviennent de manière assez cyclique, des personnes qui font des burn-out, ça j'en ai, oui, aussi proche de moi, qui ont pu s'en sortir, mais il y a toujours le terrain qui est un peu là, donc il y a quand même voilà, il y a une vraie prise de conscience et de responsabilité à tenir pour ces personnes-là, parce que voilà, quand on connaît un peu des émotions assez basses, on peut facilement y retourner. Mhm. Donc, il faut pouvoir garder on va dire une certaine hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie, c'est pas que dans l'alimentation, on va être Bien dans les sûr, pensées, on va bien être sûr. voilà, une hygiène globale. Moi, par contre, je dirais que je suis beaucoup plus affiliée sur les grandes étapes de vie. Les Ok. grands changements de vie parce que je suis quelqu'un qui quand elle a une idée en tête ou quand elle a une envie, on va dire qu'il y a pas grand-chose qui m'arrête. Donc, c'est hyper bouleversant pour mon personnage à certains Mhm. moments. Mais la dernière étape que j'ai vraiment franchie et qui m'a amené aussi des personnes qui passent des grosses étapes de vie, c'est cette fameuse obligation vaccinale hein, que j'ai été aussi contrainte Ok. moi-même à devoir m'astreindre ou non et où j'ai pas voulu en fait répondre à ça. Donc, j'ai Mhm. perdu mon travail, clairement. Hein, je suis toujours en suspension. Et D'accord. ça, c'est une étape, en fait. Tu travailles dans le milieu hospitalier? Alors, Non? enfin, je suis toujours, mais éducatrice spécialisée, mais D'accord. dans un IME, donc un lieu de soins qui est considéré comme un lieu de soins. Donc, on Ok. avait l'obligation de prétendre à ça. Ok. Et pour mes raisons qui me sont propres, hein, même la Bien manière dont sûr. ça nous a été, voilà, nous a été même commandé plutôt. Je dirais que ça n'a même pas été demandé, ça a été commandé. Mhm. J'ai pas du tout voulu répondre à ça. C'est pas dans mes valeurs et dans mon éthique. Ouais, Donc bien là, je sûr. me suis déjà confrontée à mes propres éthiques. Et je me suis dit, déjà, moi-même, en tant que sophrologue, je viens conseiller, je viens dévoiler chez les gens leurs valeurs. Je peux pas ne pas tenir les miennes. C'est pas possible parce que dans ce cas-là, on peut pas faire ce métier-là. C'est pas possible. On est là pour travailler sur une prise de conscience de soi et un dévoilement de soi. Et moi, en fait, j'ai été confrontée moi-même à mon propre dévoilement de moi-même. Donc, je me suis dit, je peux pas, en fait, c'est pas possible. Je dois tenir cette éthique que j'ai. C'était dans mes Mhm. gènes. En fait. C'était donc j'ai fait ce gros passage-là et avec tout ce qui s'ensuit, hein, de compliqué derrière, voilà, hein, c'est un bouleversement total dans toutes les sphères de ma vie, hein, clairement, Bien autant sûr. personnel, autant privé, enfin voilà, professionnel. Mais suite à ça, en fait, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à moi. Alors je pense qu'on résonne ça, tout simplement énergétiquement, hein, on attire Mhm. ça Mhm. mais des personnes qui sont dans des gros changements de carrière, voilà, qui ont posé suite à quelques séances des ruptures conventionnelles quasiment du jour au lendemain parce qu'il y a eu un déclic. J'ai des personnes qui se sont également séparées, des personnes proches de moi aussi, donc ça atteint aussi de se dire bon, je participe un peu à ça, mais en même temps c'est la personne aussi qui a besoin de ça et qui prend ses Mhm. décisions. Donc là on voit qu'il y a il y a beaucoup de choses qui se mettent en mouvement et on sort un peu de ce personnage-là et de ce contrôle-là. On se dit, bah, en fait, on accompagne les gens pour ce qu'ils veulent. Et même si ça m'affecte et ça m'atteint, je dois mettre ça de côté parce que c'est pas moi qui est en jeu, là, c'est cette Mhm. personne. Donc oui, moi, j'ai plutôt flirté avec des étapes importantes comme ça. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, mais je dirais que la dernière a été beaucoup plus fondamentale dans ma construction de moi-même. Comme je Ouais. dis, en un an et demi, j'ai pris 10 ans de vie, quoi. L'expérience, elle a été fabuleuse et elle l'est encore, même si c'est pas facile tous les jours. Bien sûr. Mais je pense que ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, Mm. mais là, on est dans une période clé, enfin, on l'était du moins depuis le confinement, depuis tout ce qui s'est passé, depuis cette pseudo-crise sanitaire. C'est ça. Beaucoup se sont remis en question, se sont posé des questions sur leur vie, sur leur hygiène de vie, sur leur travail. Certains se sont lancés. C'est ça. Donc oui, il y a des épreuves très importantes qui se sont passées là récemment. Et du coup, moi, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Donc, j'insiste un peu sur ce côté burn-out, Mm. parce que ça peut toucher tout le monde. C'est pas que dans le travail. Mm. Du coup, moi, je voulais te poser cette question. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ou quels sont les symptômes qui font que on n'est pas loin du burn-out ou on est en train d'en faire un? Parce que je sais que des personnes autour de moi ont eu un diagnostic de burn-out, mais eux ne se sont pas forcément rendus compte qu'ils en ont vécu un. Et c'est au travers de séances avec des psychothérapeutes où ils se sont rendus compte qu'il y a eu un départ, qu'il y a eu un burn-out. Donc moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des signes communs à toutes ces personnes qui l'ont vécu ou qui sont en train d'en vivre un? Mm.
Alors, il y en a un fondamental que la plupart des personnes que j'ai accompagnées, ça a été le mot qu'elles ont à chaque fois posé, c'est cette sensation d'oppression. Ok. C'est étouffé. On a quelque chose qui se ferme. On sent le cœur qui ferme, quoi. Là, on est dans une fermeture totale. Et la plupart les trois quarts des personnes vraiment que j'ai accompagnées en première séance, ça a toujours été, parce que moi, j'aime bien interroger les gens sur comment ils se sentent, ce qu'ils ressentent. C'est vraiment ma base du travail. Et le mot qui vient à chaque fois, c'est ça, c'est j'étouffe, j'oppresse. Donc, il y en a qui peuvent le traduire comme l'angoisse, mais il y en Mhm. a d'autres, c'est vraiment quelque chose de très corporel, quoi. C'est l'impression de plus respirer, quoi, de plus avoir d'air, d'être Ok. bloqué dans le corps. Et ça, c'est assez fort parce qu'on voit le souffle de vie qui est coupé, quoi. On voit qu'on n'est plus dans le souffle de cette vie et on voit qu'à quel point la respiration va contraindre des choses pour montrer qu'on n'est plus justement dans quelque chose de fluide, quoi. Mhm. Ok. Et là, on touche à des blocages et on touche à quelque chose qui se ferme. Et on peut avoir l'impression d'être comme dans une prison de toute manière. On se sent plus en liberté. Il y a cette perte de liberté hein, dans le burn-out où on est tellement contraint. Alors bien sûr, on peut passer par la colère. Ça, j'ai beaucoup de gens qui sont en colère. On peut passer par la déprime. Mhm. Voilà, le fait d'avoir des idées noires, le fait d'avoir plus goût à rien. Mais le sentiment premier, c'est cette oppression, quoi. C'est le fait de j'arrive plus à respirer. Et même pendant certaines séances, j'ai des personnes qui sont parties en convulsion. Qui Ok. étaient en burn-out Wow. et que j'ai dû, voilà, on a géré ensemble. Donc, ça, c'est des choses aussi où je suis préparée à ça, mais on a géré aussi ces convulsions parce que bah, le rôle du sophrologue, c'est de réapprendre à respirer aussi chez Mhm. les gens. On réinstalle en fait un souffle de vie à l'intérieur. Donc, on vient réinstaller ça. Mais c'est vraiment la première, le premier facteur, c'est cette respiration qui est vraiment Coupé. soit saccadée, soit limitée, soit voilà, mal Ok. installée en soi, qui fait qu'en fait, on sent la panique qui arrive. Et c'est là que le burn-out, on sent qu'il arrive et qu'il commence à nous tomber dessus. Ça peut se faire progressivement, hein, cette respiration, elle peut changer, voilà, progressivement jusqu'à un moment donné où il suffit d'une goutte en plus. Et en fait, là, on n'a plus le souffle, quoi, pour réagir. Et là, on tombe. C'est là, en fait, qu'on touche un peu plus le fond ou qu'on part en crise d'angoisse ou qu'on part en panique, quoi. Ouais, une espèce d'apnée comme ça. Exact. Ok. C'est ça. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que enfin, moi, je me posais la question, est-ce qu'un jour j'ai fait un burn-out? Tu vois? Mm, Est-ce que j'étais pas loin? Oui, je pense qu'à un moment dans ma vie. Après, je suis quelqu'un qui sent très vite les choses qui se passent dans mon corps. Donc ouais. mon corps réagit avant ma tête en fait. Et donc il y a aussi, j'ai eu aussi des séances de sophro qui m'ont fait Mm, énormément de bien par une amie qui est sophrologue. Mais c'est vrai que j'ai appris à calmer pas mal de choses et à appréhender surtout pas mal de choses pour éviter d'être en angoisse. Mais ouais, la sophro c'est assez fou. Mais mais l'association ouais. sophro, ouais, excuse-moi, dis-moi. Non, non, vas-y. Non, je Non, dis. parce que j'allais dire, c'est aussi un peu pour ça que c'est bien de pouvoir faire une vidéo parce que il y a ce besoin de remettre en fait la sophrologie au cœur de ce qu'elle est, parce Hmm. qu'en fait, elle est très mal méconnue et elle est utilisée en raccourci et souvent moi-même je me dis, c'est pas possible en fait qu'on dise que la sophrologie c'est de la relaxation, qu'on dise qu'avec la sophrologie on réapprend à respirer. Alors oui, bien sûr, mais c'est pas ça en fait. Le fondement de la sophrologie, c'est pas ça. Ça, c'est simplement les outils qu'elle va utiliser autour. Mhm. Mais il faut pas oublier que la sophrologie, elle utilise quand même la méditation, l'hypnose, la visualisation créative, le corps bien sûr par des contractions, la respiration. Mais pourquoi on utilise tout ça en fait? Pourquoi on vient réutiliser à la fois le corps, à la fois la sphère mentale, à la fois la sphère sentimentale, émotionnelle? En fait, c'est la sophrologie, c'est avant tout un chemin initiatique. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir un sophrologue, bien sûr, c'est qu'on a des problématiques, mais c'est qu'on a envie de transformation. Sinon, on Mhm. va pas voir un Mhm. sophrologue. On a envie de trouver des solutions à nos problèmes, mais si vraiment on s'engage et si vraiment on décide de faire confiance et de lâcher prise sur certaines choses, le sophrologue va venir appuyer sur plus que la problématique. On va transformer complètement un fonctionnement interne, on va fonctionner complètement des croyances, on va transformer complètement des croyances. Donc c'est vraiment, moi j'aime bien le remettre là-dessus parce que j'ai une base de spiritualité qui est très développée et qui a été J'allais y développée venir. justement oui, voilà. Moi, je l'ai développé avant aussi. Alors, j'étais,
Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par un peu ce qui est subtil, par les messages qu'on peut pas, voilà, qu'on perçoit pas. Mais la sensibilité, hein, c'est un très bon outil. Mhm, J'aime bien dire mhm. aux enfants, quand on est hypersensible, c'est un super pouvoir qu'on a parce que Oui. on fait des raccourcis, on peut tout à fait comprendre ce que les gens y vivent, quoi. Donc c'est pas forcément une malédiction, c'est vraiment un super pouvoir qu'on doit apprendre à vivre avec. Mais quand on peut développer cette partie-là avec la sophrologie, c'est incroyable de pouvoir l'utiliser, cet outil, pour amener les personnes à se transformer, quoi. C'est-à-dire qu'on va à la fois pouvoir capter où en est l'aura de la personne, où en est vraiment l'énergie au niveau des émotions, où est-ce que ça en est, quelle couleur il y a. Moi, j'arrive à percevoir certaines couleurs, donc ça me permet aussi de réorienter les personnes là où il y a des zones grises, là où c'est un peu plus flou, là où on voit que c'est terne, hop, je vais ramener un peu de couleur aussi. Donc, je vais balancer simplement ce qui me vient en canalisation et la personne prend et je vois que ça se transforme après. Il y a plus de joie qui arrive, il y a plus de guérison. Voilà, il y a des choses qui se transforment. Donc, quand on va voir un sophrologue, il faut se dire qu'il y a une envie aussi d'une transformation intérieure parce que c'est un outil d'introspection. Ça, faut pas l'oublier. On ferme les yeux, c'est de soi à soi qu'on est. Et à Mhm. partir de là, on accueille ce qui vient. C'est-à-dire qu'on est face à qui on est réellement. Et souvent, j'aime bien dire aux personnes, même pendant une séance, on cherche pas à changer qui on est. Là, on contemple, on regarde, mais on cherche pas à juger. Il n'y a pas besoin de juger. Si aujourd'hui on a beaucoup de pensées, si aujourd'hui on n'a pas l'impression de s'aimer parce que on a des choses à laquelle on pense et qu'on voit que ça nous fait du mal, c'est pas Mhm. grave. On accueille en fait, parce que c'est en accueillant qu'on accepte qui on est. C'est comme ça qu'on peut permettre de s'aimer aussi avec le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Ce fonctionnement-là, il va évoluer, il va changer. Mais plus en fait on résiste et plus on ne veut pas voir les choses et plus ça va intensifier justement l'autre côté. Donc moi j'accompagne beaucoup en bienveillance comme ça en disant mais c'est pas grave, ou des personnes qui me disent mais j'ai rien vu, ou j'ai pas profité de ma séance parce que j'étais dans mes pensées, mais je dis mais est-ce qu'on se rend compte que ça fait combien d'années qu'on a ce fonctionnement-là? Et des fois on pense qu'en une ou deux séances, pouf, tout va partir. Non, on doit affronter ça. On Bien doit sûr. reprendre la responsabilité de se dire je suis comme ça aujourd'hui. Maintenant, petit à petit, je vais amener de la transformation par ma conscience, cette conscience-là qui est hyper bienveillante et qui va amener plus de lumière sur des choses. Bien Et à sûr. chaque fois, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Et là, on enlève la culpabilité de la personne. Il n'y a pas besoin de culpabiliser. Moi, je la vois telle qu'elle est. J'ai pas de jugement à avoir et j'en aurai pas parce que j'ai pas besoin. Je me dis, elle a son histoire, elle porte ce qu'elle a apporté, Mhm. elle a développé les armes qu'elle avait besoin. Maintenant, comment je vais pouvoir lui permettre, en soutien, de s'accepter telle qu'elle est aujourd'hui et ensuite de créer ce qu'elle veut devenir plus tard. Ça, c'est Ok. très intéressant. Donc, la sophro, c'est vraiment quelque chose c'est un programme, quoi. C'est bien sûr, on ne fait pas qu'une séance. Si vraiment on veut transformer des choses, il va en falloir plusieurs parce qu'on rééduque à la fois le corps, on rééduque la C'est un peu, pensée. c'est un peu comme tout. C'est un peu comme, je vais prendre l'exemple de la méditation. Il y a des gens qui parlent de méditation où on a ce sentiment de pleine conscience. Tu parlais de conscience. C'est important Ouais. de reconnaître certaines particularités de notre corps, certaines douleurs, certains points, les tensions, etc. Euh, donc oui, la méditation, comme la sophrologie, comme d'autres soins existants, c'est pas comme ça, c'est pas de l'hypnose spectaculaire où d'un coup on va te faire des choses que t'as pas forcément envie, ça marche pas comme ça. Mais du coup, moi je me posais la question, quelle est la frontière entre la sophro et l'hypnose par exemple? Alors Quelle ça, est... c'est super intéressant Ouais, parce que moi, je pratique les deux. ouais, Je pratique les deux. Je fais de l'hypnose de l'hypnose dans le passé, hein, on peut remonter jusqu'au ventre, jusqu'à la grossesse, mais je fais aussi de l'hypnose de régression antique, enfin, vraiment ok. beaucoup plus loin, où là, on peut toucher aussi des vies antérieures. Donc là, il y a la notion d'incarnation qu'il faut avoir aussi à l'esprit, Mhm, mais si voilà, il y a des personnes qui sont pas ouvertes à ça, c'est ok aussi. On peut juste faire de l'hypnose régressive classique, où on remonte simplement dans des blocages passés. Et moi qui travaille les deux, du coup, je peux voir les différences entre les deux. Et ce qui est super intéressant, alors l'hypnose, elle est incroyable pour toucher l'inconscient, hein, pour aller profondément. Donc mhm, des gros traumatismes, j'aime bien utiliser l'hypnose. C'est-à-dire qu'un accompagnement avec une personne que j'ai, lorsque je sens qu'on commence à bloquer ou que la sophro elle a un peu ses limites, parce que la sophro, on est dans le moment présent. Donc on va aller dans l'inconscient, mais on va pas y aller si profondément que ça. Là, dans ce cas-là, je bascule sur l'hypnose. Comme ça, là, on va débloquer des choses qui sont un peu plus bloquées. Et puis, on va encoder plutôt au niveau des croyances, de nouvelles croyances. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, ce qui est incroyable avec la sophrologie et que moi, je trouve fabuleux,
c'est qu'en fait, elle est immédiate dans la transformation. À la différence de l'hypnose, qui, en fait, on va pas le voir tout de suite. Il y a des personnes qui, on va chercher tellement profondément qu'ils vont pas voir les résultats tout de suite. La sophro, Mhm. on la voit tout de suite, le résultat. Oh. Pourquoi? C'est tout simple, c'est qu'avec la sophrologie, en fait, on travaille avec le corps. C'est-à-dire qu'on vit la sophrologie assis. Alors moi, j'ai toujours du mal avec des sophrologues qui font vivre des séances allongées. Alors moi-même, quand j'étais enceinte, on me l'a fait vivre allongée. Forcément, on s'endort. Donc moi, j'ai pas compris le principe. La sophrologie ne doit pas être allongée parce que forcément, on oublie le corps. Là, ça se transforme en hypnose. Alors que quand on est assis, le corps, forcément, il peut descendre dans un état assez bas, mais il peut pas s'endormir parce que bah, là, on sent, dès qu'on se sent endormir, on se réveille tout de suite, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que dans les transformations qu'on vit et dans tout ce qu'on touche et dans tout ce qu'on voit, on emmène le corps avec. Donc le corps, il s'encode tout de suite. Il n'y a pas besoin de passer par des voiles ou par quelque chose d'hyper profond et inconscient. C'est tout de suite que ça se fait. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, pour quelqu'un qui se dit, voilà, moi j'ai envie vraiment de changer ma vie, d'impacter, de trouver le courage de changer de boulot et puis le faire assez rapidement. Moi, souvent, j'oriente sophrologie. C'est super. Parce que là, on va emmener le corps, on va lui faire vivre des choses et on va lui faire trouver la confiance en lui qui fera que quand on va se retrouver face à un chef, face à un patron, qu'on va être debout, on aura travaillé la position debout aussi. Il y a assis, il y Mhm. a debout, on a plusieurs positions qui fera que l'ancrage, il est top, il est immédiat, quoi. Paf, on est dans ses pieds, on est bien présent, on trouve ses mots, voilà, et on est avec soi. Alors que l'hypnose, on va être plus sur des gros traumatismes ou des choses qui sont très enfouies ou qui viennent d'un passé très loin ou de d'autres vies. Donc là, on va débloquer ça. Mais il y a un travail avec la sophro qui est très important si on veut faire ce grand saut. Si on Mhm. veut, voilà, du jour au lendemain, décider je change un peu ma conscience, j'essaie de faire évoluer cette conscience, de l'ouvrir un peu plus, et puis je prends ma responsabilité tout de suite. Et moi, pour avoir fait les deux, j'ai vu en fait voilà, les gros changements. On le voit plus dans la sophrologie pour des étapes qui doivent être tout de suite. Voilà, souvent des personnes, bah, le burn-out, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est en burn-out, on n'a que besoin de remonter, on a besoin Mhm. de revenir dans la vie, on a besoin de retrouver le goût de la vie. Donc là, l'hypnose, ça peut être intéressant, mais il y a des limites avec l'hypnose par rapport à ça. On va comprendre un petit peu ce qui s'est joué dans le passé, mais moi, j'ai envie de dire, OK, mais le futur, on le voit comment? On peut le travailler en hypnose, mais moi, je trouve que c'est moins important, enfin pas moins important, mais moins présent que si on travaille avec la sophro, parce que la sophro, là, on crée vraiment. Ok, je veux me voir comment je ressens cette confiance en moi. Le corps, qu'est-ce qu'il a à me transmettre, ce corps? Mhm. Alors que l'hypnose, souvent, le corps, on le sent pas. On va sentir peut-être de l'énergie, voilà, on va sentir des vibrations, mais on n'a pas les contractions, on n'a pas le relâchement qu'on va sentir se diffuser beaucoup plus. La sophro, on l'a. Donc, moi, je dirais que c'est ça. La limite entre les deux, ça serait juste ça, par rapport à ce que l'on veut mener, par rapport au chemin qu'on veut faire, par rapport aussi à ce qui nous attire le plus. Moi, j'ai des personnes qui me disent, moi, je suis beaucoup plus ouverte à l'hypnose. C'est un outil, voilà, je sens que ça m'appartient plus. Donc, c'est OK, hein. Moi, je travaille avec l'hypnose comme ça. Mais vraiment pour des personnes qui veulent se dire au quotidien, j'ai envie de me sentir bien dans mes pieds, dans mes pompes et j'ai envie en fait d'être en pleine conscience et d'être présent dans ce que je fais. Tout de Mhm. suite, à la sophro, parce que là, on est en plein dedans, quoi. On va travailler la pleine conscience, on va travailler l'ancrage, on va travailler la présence, l'instant présent. Enfin, on est en plein dedans, quoi. Ok. Donc ça, c'est fabuleux. Après, ce qui est bien aussi avec la sophro, c'est que même si, bon, moi, j'ai une base vraiment dans la spiritualité, mais moi, je travaille aussi avec des personnes qui sont pas du tout éveillées à ça. Et Comment il n'y a tu pas fais, du tout de justement? limite. Il y a les deux. Alors, tout simplement en les ramenant à des choses, à des choses concrètes de la vie. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que, mais finalement, la spiritualité, c'est quoi? C'est juste la vie. C'est juste Mhm. apprendre à être pleinement présent dans la vie. Donc, en fait, tout le monde l'a, cette spiritualité, si on y réfléchit. C'est juste qu'il y en a qui mettent pas le mot dessus, ou il y en a qui n'ont pas développé suffisamment la présence à eux, en fait. Mais avec la sophro, on peut travailler différents niveaux. Soit moi, je travaille avec des personnes qui sont hyper terre à terre, concrètes, mentales. Alors là, je suis plein dans le mental. Donc là, on va travailler, on va redescendre, on va lâcher cette sphère mentale et on va ouvrir le cœur. Là, on y va. Moi, je travaille beaucoup le cœur. On va travailler les émotions, permettre de les sortir. Donc là, des personnes plutôt, j'aime bien dire, bon, lambda entre guillemets, mais qui ont, on va dire, une ouverture plus sur la matérialité, ça fonctionne très bien pour les ouvrir. Et souvent, quand on fait le programme et qu'on arrive vers la fin, ils commencent déjà à toucher à la notion de spiritualité, à l'énergie. À la fin, ils utilisent beaucoup des mots comme ça, oh, ben, je sens mieux mes énergies, alors qu'au début, ils savaient même pas c'était quoi. Donc Mhm. ça, c'est très chouette. Et Ok. puis, dans l'autre côté, j'ai des personnes qui viennent à moi aussi, et puis en fait, elles sont
beaucoup plus ouvertes à ça, c'est-à-dire qu'elles connaissent les auras, elles connaissent l'énergie, elles connaissent leur intuition, voilà, elles sont assez ouvertes aussi au monde des défunts, tout ça. Et en fait, elles me disent, moi, j'ai envie de travailler beaucoup plus ma présence, ma canalisation, le fait d'enlever des croyances, de venir un peu redevenir ce canal, ce tuyau beaucoup plus sain pour pouvoir, donc j'ai des thérapeutes aussi, hein, et pour pouvoir travailler avec d'autres personnes et puis en étant plus saine, quoi, en s'entendant. Donc moi, je travaille ça aussi avec elles. On va travailler l'intuition, on va travailler le fait de ressentir un peu plus le corps et de fusionner le corps avec l'esprit aussi. Ça, c'est Mhm. intéressant. Sentir que le corps, il peut s'élever aussi et qu'il n'est pas forcément obligé d'être toujours ancré, lourd au niveau du sol, qu'on peut aussi l'étendre un peu plus vers le ciel. Moi, j'ai les deux phases, en fait, en fonction de ça. Donc, c'est assez intéressant et beaucoup la sophro. C'est beaucoup ça. L'hypnose, on va dire que c'est plutôt quelque chose où les gens, ils ont besoin de trouver des réponses. L'hypnose, ça va être les réponses. La sophro, on va être plutôt dans une manière de vivre. Voilà, Ok, je veux vivre différemment. Je veux me sentir vivant, mais quasiment quotidiennement. Alors, on va en sophro. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. ok, ouais, j'attendais pas plus, j'attendais pas une réponse aussi précise et concrète, mais ok, d'accord, Mais c'est, je vois parfaitement. merci à toi de la poser. Franchement, merci, ouais, parce que pouvoir en fait voir un petit peu les limites de l'un et les limites de l'autre, c'est très intéressant Ouais, aussi. Et de se dire aussi que ça reste des outils et que bien en sûr. fait on est thérapeute. Enfin, tu vois, enfin moi je suis accompagnatrice, mais ça reste des outils, c'est-à-dire que je fais avec mon être en fait. J'accompagne les Mhm. personnes avec qui je suis Mhm. et je suis pas que sophrologue en fait. C'est encore une fois c'est des cases, non, c'est des outils que j'utilise et je m'amuse avec ça pour dire bon là je sens plus qu'on va débloquer ça, là on va débloquer ça. J'ai des gens qui me disent j'ai besoin que d'un tirage, allez on fait un tirage de cartes, c'est ok. C'est, en fait, ça reste que des outils, c'est ça qui est chouette. C'est ce qu'on a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met au service de l'autre finalement. Ça va être Mhm. plus ça. Ok. Mm. Et du coup, tu me disais que les personnes viennent à toi. Tu as quand même un moyen de communiquer sur ton activité. Et si oui, aujourd'hui, tu passes par quelle structure ou quel moyen pour pouvoir te faire connaître? Ça va être beaucoup plus les réseaux sociaux. Enfin, j'ai Ouais. un site internet. Ok. Alors, j'ai des personnes qui me trouvent aussi là, mais je dirais que j'ai plus de personnes Je le mettrai qui, ici, là, le site internet. ouais, Enfin, c'est ici. Voilà. c'est gentil. Merci. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec les réseaux sociaux Mhm. où en fait le lien il se crée beaucoup plus facilement, j'ai Bien sûr. l'impression. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'un numéro, on a déjà une page. Moi, je mets pas mal de choses sur mes pages aussi Facebook, Instagram, voilà, je suis Mhm. sur ces réseaux-là. J'ai aussi une page YouTube. Donc j'essaye de transmettre des choses assez facilement et gratuitement, voilà, Ok. pour aussi. Je pars toujours du principe qu'un thérapeute, ça doit se choisir. Donc, il doit y avoir un feeling, il doit y avoir Complètement. une résonance avec l'autre. Donc, j'ai pas de difficulté non plus à proposer des séances de découverte, même gratuitement. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui me Mhm. freine, parce que je pars du principe que ça reste un accompagnement qu'on s'offre aussi, donc pour soi. Donc, c'est comme un cadeau qu'on se fait, en fait. Bien On va sûr. aller regarder un peu sur tous les sites les particularités de chaque truc, si la couleur, elle nous va. Donc, c'est normal, en fait, de pouvoir aussi tester quelque chose et se dire, voilà, le ton de la voix, il me va, les mots que tu emploies, ça me va, enfin voilà. Donc je passe beaucoup par les réseaux, ouais, les groupes. Je suis sur beaucoup de groupes et puis il y a pas mal. Je suis même des sophrologues qui décident aussi en supervision, donc ça c'est hyper intéressant aussi entre collègues un peu comme ça. Mhm. Mais sur des groupes, ouais, je dirais plutôt Facebook, ça marche plutôt bien, ouais. Je dirais que Ouais, c'est ok. plutôt ça qui fonctionne. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour ma part, c'est pareil. J'ai commencé à communiquer sur Facebook et c'est là où j'ai le plus de visibilité, le plus de clients. Mm. Étonnamment, Ouais, on disait que Facebook c'était un vieux réseau, que ça marchait plus. c'est ça. Mais après, on a peut-être des clients qui n'ont pas 15 ou 16 ans. On n'a Mm. pas l'obligation d'aller sur TikTok et faire des choses. On peut très bien communiquer sur Facebook. Euh, C'est ça. Est-ce que tu aurais un outil assez rapide en tant que sophrologue, quelque chose que tu proposerais par exemple sur ta chaîne YouTube? J'imagine que tu proposes ça, des petits Mm. exercices ou ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un exercice comme ça à nous proposer pour quelqu'un qui vit maintenant, je sais pas, un moment stressant ou angoissant? Est-ce que tu as un tips pour ces personnes-là? Un tips, qu'est-ce que je pourrais donner?
Moi, je trouve que la respiration, c'est ce qui est le mieux. Alors, Ouais. c'est la base, hein. Mais sincèrement, quand on peut simplement suivre sa respiration et respirer Mhm. avec elle, avec ce souffle-là. Je Ok. trouve que c'est, en tout cas pour le stress, c'est un des moyens les mieux. Alors moi, ce que j'aime bien toujours dire aux gens, c'est quand ils ferment les yeux, c'est de regarder déjà, de suivre le rythme, de suivre Mhm. la manière dont le corps bouge Mhm. et de d'aller observer où se trouve la respiration. Et ça, on Mhm. prend pas vraiment la peine d'observer ça, mais juste observer. Où est-ce qu'on sent les mouvements? Est-ce qu'on les sent beaucoup plus haut ou est-ce qu'on les sent au niveau du ventre? Quelqu'un qui va être stressé, il va avoir tendance à respirer en haut, ce qui est normal, hein. On peut aussi respirer en haut, mais en fait, ça limite forcément. Ça limite parce que là, on a besoin d'oxygéner plus le corps parce que les pensées prennent beaucoup d'énergie. Donc, on Mhm. va avoir tendance à respirer par le haut parce qu'on retient la respiration. Et souvent, j'aime bien dire aux gens, eh bien, si elle est en haut, on la laisse glisser. On imagine qu'elle coule, en fait, comme de l'eau. Elle coule de la poitrine jusqu'au ventre. Et là, on respire par le ventre et juste on suit. On suit un peu comme un peu un enfant qu'on bercerait. Et il y a vraiment Mhm. cette idée-là, c'est-à-dire que quand on inspire et quand on expire, c'est comme si on se berce tout seul, on s'auto-berce au niveau du ventre. Et quelqu'un qui est stressé, souvent, j'aime bien lui dire ça, tu arrêtes tout, stop, tu te poses, tu t'assois et juste, tu te connectes à ta respiration comme si on rencontre un ami. Tiens, je vais aller voir mon ami à l'intérieur de moi, voir un peu comment il est, comment il respire. On suit, juste on regarde, tiens, est-ce qu'elle est saccadée, ma respiration? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est longue? C'est juste des questions à se poser. Et Mhm. puis quand on sent qu'elle est un peu plus haute, c'est comme si on la sent, comme si on ouvre une vanne et pouf, elle coule. Et ça marche vraiment bien. Et on l'installe dans le ventre et on imagine qu'on lui offre plus d'espace. Ça prend tout le ventre comme un ballon, un gros ballon là qui se gonfle. Et rien que de penser ça, tout de suite, les Mhm. pensées, on les a plus forcément en tête et la tension, elle redescend. C'est Ok. presque instantané. Donc, moi, les gens vraiment que j'accompagne, à chaque fois, ils me disent que l'image de cette respiration qui coule et qui vient inonder le ventre, c'est toujours quelque chose qui les accompagne quand ils doivent être en examen, en entretien, dans des situations un peu compliquées. Il y a toujours ce moment où ils s'arrêtent. Ça peut prendre une minute, hein. Et en fait, c'est comme si on rencontre un ami, on se met en lien et on regarde juste, OK, comment je respire? Waouh! Et les mouvements, ça apaise tout de suite. Donc, je dirais que ça serait un peu le tips parce que j'adore cette image-là et surtout arrêter tout, quoi. Ça, c'est vraiment Mhm. le mot d'ordre. Souvent, je dis, quand on sent qu'on panique, on s'arrête, on s'assoit et on se connecte à la respiration. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à penser. Et on prend 1 à 2 minutes comme ça. Ça marche très bien. Ok. Merci. Donc, ouais, On prend, on note. voilà. Ok. Une pleine conscience. On fait la météo à C'est l'intérieur. ça, On regarde comment ça se c'est passe. ça. Ok. Exact. Allez, on note, ça c'est bon. Tu parlais de spiritualité, d'énergie, tu parlais du cœur dans ton accompagnement. Est-ce que tu parles de chakra avec les personnes? Est-ce que tu as cette notion d'énergie, de lien, d'ouverture des chakras? Est-ce que tu parles de ça avec ces personnes? Ouais. Avec ceux, ouais, ceux qui sont bah, ouverts Ouais. ou même ceux qui sont pas forcément ouverts à ça. En fait, je pense que j'ai une facilité à parler assez ouvertement des choses, Mhm. donc je les amène. Il y a des gens que j'ai amenés aussi bah, à poser juste des mots, alors qu'ils ont très bien conscience, hein, qu'ils ont on le voit, hein, ils ont conscience qu'ils ont comme des centres d'énergie. Souvent, je les oriente. Alors, j'aime bien utiliser les couleurs parce que ça parle Ce que bien tu aux disais, personnes qui ouais. sont c'est ça. Les personnes qui, surtout en burn-out, hein, on va dire, voilà, j'ai envie de retrouver la joie de vivre. Donc, on va être en plein dans le plexus solaire, hein, on va être là, on va être dans libération des émotions, mais on va être aussi dans cette joie, hein, ce plexus qui est là, qui Mhm. alimente la joie. Et puis les cartes, on est aussi dedans, hein, avec les bâtons pour le feu, on est en plein dans le désir personnel. Donc, je jongle un peu aussi avec les chakras. Donc ça, oui, j'aime beaucoup. Et rééquilibrer, ça, c'est quelque chose que je sais faire aussi, rééquilibrer des chakras, sentir aussi ce qui est bloqué. Et de toute manière, les personnes le sentent très bien. C'est souvent incroyable parce que quand on fait le retour de séance, souvent ils vont me dire, bah, là, je me suis sentie détendue ou là, ça coulait, j'avais l'impression que ça bougeait. Et puis, en fait, en arrivant là, c'est bloqué, j'ai plus rien Mhm. en dessous. En fait, tout de suite, je perçois très bien il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du centre énergétique. Donc, quand c'est comme ça, en fait, on a aussi, alors que, voilà, qu'on a débloqué avec la sophrologie, on a aussi, l'appel un peu d'une énergie nouvelle. Mhm. Euh, voilà, ce que on travaille aussi beaucoup avec l'énergie, avec la sophrologie, mais moi j'aime bien faire comme un soin en fait à ce moment-là. Donc là, c'est là que Mhm. j'alterne avec la spiritualité. Mais quand on parle juste d'énergie vitale avec la sophrologie, on prend juste
la notion et la contemplation de cette énergie qui nous met en vie. Donc comme ça paraît très biologique. En fait, moi, j'aime bien utiliser cette notion-là pour dire, Mhm. voilà, on va ramener une nouvelle énergie en soi, on va illuminer, éclairer et on va amener comme des souhaits avec cette énergie-là. Donc là, je visualise beaucoup de choses. Je parle souvent de paillettes dorées ou des fois de particules dorées qu'on a autour Mhm. de nous, donc qui existent, hein, ce qu'on appelle le prana, hein, qui est là, qui est autour de nous. Mais pour les personnes qui sont pas éveillées à ça, j'aime bien leur dire ça. Elles visualisent ces particules dorées. Il y en a qui les voient comme des papillons, il y en a qui les voient comme des lucioles. Donc là, c'est assez drôle de voir la forme que ça prend. Et puis simplement, à l'aspiration, on les rentre. Donc on prend une grande bouffée de prana, on rentre, et puis quand ça coule dans le corps, on pose des souhaits. Je me souhaite quoi? Je me souhaite plus de joie, je me souhaite plus de paix, plus de dynamisme pour quelqu'un qui est fatigué ou qui est malade. Et en fait, tout ça, ça fonctionne. C'est comme si vraiment on pose l'intention. Ok. Donc, de ces petits protocoles que j'apprends en sophro, en fait, je les transforme avec ma spiritualité et avec ce qu'il y a autour. Puis bien sûr, après, j'explique aux gens, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès que les personnes commencent à être ouvertes et à s'intéresser à ça, je leur parle de prana, je leur parle de chakra, je leur parle de comment ça fonctionne, dans quel sens tournent les chakras, dans quel sens aussi on peut tourner pour se remettre de l'énergie dans le corps, les moments de pause, la respiration aussi, ce qu'elle fait au niveau de l'oxygénation. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, il suffit d'un minimum de curiosité pour que, pouf, voilà, on Bien rentre sûr. dedans et puis on ouvre. Et c'est ce qu'on apprend en école de sophro, ou ça c'est ton propre chemin, ta propre culture spirituelle, on va dire? Alors, il y a une base en école, je pense. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une directrice qui était très ouverte sur la spiritualité aussi. Mhm. Donc, il y a le côté caïcédien où il y a 12 niveaux. Donc on monte après dans les niveaux et dans l'énergie. Donc, je pense que ça joue aussi. Je sais pas après s'il y a. Alors moi, j'ai rencontré d'autres sophrologues qui étaient moins ouverts à ce niveau-là, qui étaient beaucoup plus protocolaires. Donc ça fonctionne aussi, mais je dirais que ça manque de profondeur et ça c'est Mhm. dommage parce qu'on peut amener la personne à se connecter vraiment à quelque chose de plus profond. Donc je dirais que moi j'ai eu de la chance d'avoir une directrice qui était un peu voilà, qui était ouverte à ça. Clairement, parce qu'elle nous parlait d'énergie, elle nous parlait d'intention, elle nous parlait de création aussi dans nos pensées, donc ça c'était fabuleux. Et ensuite, moi, j'ai rajouté toute ma base et tout mon parcours et ce que je vis encore aujourd'hui, puisque ça s'arrête jamais. Donc, voilà, je pense qu'il y a un mix de tout, en fait. En tout cas, je suis content que tu l'aies souligné un petit peu en amont. Tu disais que la sophrologie, c'est pas juste de la respiration, c'est pas juste des Ça. techniques pour pouvoir respirer. Je suis content que tu aies cette vision de l'énergie et de la spiritualité au travers de ton métier. J'ai déjà eu j'ai déjà rencontré des sophrologues qui sont très cartésiens, Mm. curieusement. Donc je m'étais fait à l'idée que un sophrologue, c'est pas forcément quelqu'un qui parle d'énergie et de spiritualité. Heureusement, j'ai une amie, une très très bonne amie qui est coach holistique et qui est sophrologue de base. Donc voilà, Super. ça existe. Ça existe d'ailleurs, elle a un beau projet. J'en profiterai pour. Je vais en profiter maintenant. Elle veut créer ses propres cartes. Ah, super. Elle les a dessinées, elle a un projet sur KissKissBankBank. Je mettrai le lien, alors pas sur ce podcast parce que celui-là appartient à Laurie, mais vous verrez dans les prochaines lignes, je partagerai le lien de son projet qui est super intéressant. Et du coup, je suis content de rencontrer une personne comme toi aussi qui a des valeurs, qui a envie de transmettre au travers de ta chaîne YouTube. Je passerai la voir parce que pour moi, c'est hyper important de pouvoir aider, de pouvoir c'est le but hein, de tout ça, c'est d'aider. C'est que un métier comme, que l'accompagnement, que le coaching soit reconnu pleinement par la sécurité sociale, par la plupart des mutuelles, au moins dans un premier temps. Aujourd'hui, la sophrologie, je ne crois pas que c'est le cas, ou alors très peu de mutuelles. Pas beaucoup, ouais, Ouais, ouais. voilà. Donc Mm. Ouais. voilà. Moi, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir en faire parler à plus de monde possible. Et évidemment, le côté transmission, de Mm. pouvoir donner un peu de soi au travers de tutos, peu importe comment tu le fais. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je te parlerai en off après d'un autre projet, et du coup, qui Mm. m'intéresse, qui va certainement t'intéresser aussi. Euh,
Est-ce qu'il y a un départ à tout ça chez toi? Parce que tu m'as dit que depuis longtemps, tu es intéressé par la spiritualité, mais est-ce qu'il y a eu un point de départ ou est-ce que quand tu étais, je vais parler un peu plus de toi parce que ça m'intéresse toujours de connaître le parcours Mm. de chacun et chacune. Quand tu étais plus jeune, adolescente, est-ce que tu te sentais un peu à part? Est-ce que tu as senti, oui, tu as senti Oui. que tu n'étais pas destiné à faire comme ce que veulent nos parents, de faire de longues études, de travailler dans un truc très cadré? Ouais, tu as eu ça à quel moment? C'est ça. Depuis toute jeune, toute Ok. jeune. Alors cette impression de différence, elle a été très très présente. Et du plus loin que je me souvienne, alors je ne sais plus, je devais avoir 6 ans, je crois, mais j'étais toute petite. La seule chose qui m'intéressait, ça je m'en souviens de cette phrase, c'est que je me suis dit, moi tout ce qui m'intéresse c'est l'amour, mais avec un grand A. Tu vois, Waouh. c'était cette phrase que j'avais, c'est-à-dire que voilà, quand on est jeune, après qu'on grandit, on se dit bon bah voilà, on le réduit un peu à l'amour au sens privé où Ouais. je veux trouver voilà quelqu'un avec qui je peux être en résonance et me sentir vraiment bien. Mais je me souviens de cette phrase quand j'étais toute petite de me dire moi c'est l'amour qui m'intéresse, mais l'amour dans tout ce qu'il y a, c'est-à-dire dans les relations avec les autres, dans le fait de d'être bienveillant, d'être gentil. En fait tout ça, ça m'a toujours émerveillée. Ok. Et ce qui m'a vraiment fait basculer dans cette recherche de ce qu'on appelle la spiritualité aujourd'hui, mais on va Mhm. dire la recherche de soi, Mhm. c'est le fait d'être hypersensible de toute manière. Mon Ouais. hypersensibilité, elle a toujours été là et elle a jamais été. Enfin, c'est pas évident dans ce monde-là de la comprendre aussi et clairement, c'est pas du tout mis en avant. La sensibilité, on nous apprend à être en carapace, à être fort. Enfin, voilà, moi, je sais qu'on m'a Mhm. souvent dit, voilà, tu dois pas pleurer, tu dois être fort, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et en fait, voilà, on sent que le cœur, il ferme, quoi. Il y a quelque chose Mhm. qui est assez compliqué. Donc, je dirais que depuis toujours, en fait, mon hypersensibilité m'a amenée sur ce chemin-là. Ok. Et au début, bien entendu, on écoute un peu ce qu'on nous dit. J'étais quelqu'un d'assez timide, d'assez transparente. J'avais des facilités à savoir ce que les autres voulaient. Donc ça, Mhm. c'était un peu un super pouvoir et ça, je m'en rendais très bien compte. Donc c'était très facile pour moi d'obtenir ce que je voulais et qu'on me laisse tranquille parce que je savais ce Mhm. que les gens voulaient. Donc je faisais ce qu'ils voulaient et au moins, en fait, voilà, j'étais tranquille. Sauf que ça a des limites. Parce qu'un jour, ben, on se perd comme ça. Un jour, Ouais. on commence à nous dire comment on est. Donc, que ce soit, oui, des parents ou même des amis. On va nous dire, bah, en fait, toi, t'es comme ça. Et puis, on sent dans le cœur qu'en fait, non, je suis pas comme ça. Ouais. On commence à dépeindre une image de nous qu'on n'est pas. Et on est obligé à un moment de prendre la parole. Et c'est là que je me suis confrontée à ça parce que je me suis dit comment je vais réussir à m'exposer alors que je sais pas m'exposer, j'ai peur de m'exposer. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bah, il faut que je me tourne vers des choses. Donc, au début, c'était des vidéos sur YouTube que j'ai commencé, Mhm. voilà, à reconnecter un peu à l'énergie, donc, il n'y a pas de hasard, hein. Je pense que la vie Mhm. m'a amené aussi au bon moment. Mais c'est là que j'ai flirté un peu avec cette mini-dépression parce que je me sentais incomprise dans mon travail, je me sentais incomprise dans ma famille, je me sentais incomprise dans mon couple. C'était hyper compliqué. On me trouvait toujours bizarre, jamais là, toujours dans la lune. Oui, je voulais pas être ici, quoi, parce que c'était compliqué. La violence qu'on peut voir, même entre enfants, c'était très compliqué pour moi. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui m'ont un peu marqué, presque traumatisée. Alors sans que ça soit des choses, il n'y a pas besoin que ça soit des Mhm. choses hyper Mhm. hard. Mhm. Bien sûr. C'est pas, ça peut être léger, c'est hyper traumatisant. Et c'est là que j'ai commencé à creuser mon chemin. Et j'ai commencé à voir des vidéos et à me dire, oh bah tiens, puis à connecter un petit peu à des choses plus subtiles, au fait, ah, qu'est-ce qu'il y a après la mort, hein, des grandes questions très classiques. Et en fait, c'est comme si on appuyait sur un bouton à ce moment-là. Tu vois, c'est pas quelque chose où ça a été progressif. C'est-à-dire que sur certaines vidéos, alors je sais pas si tu connais, mais la chaîne, c'est Tistria. Je sais pas si tu connais. C'est une chaîne qui est incroyable. Et j'aime bien la donner aux gens qui commencent en fait à toucher un peu à une ouverture d'esprit ou en Je vais fait, le il noter. interroge simplement. Ouais, je pense que ça va beaucoup te plaire. C'est un gars qui fait des documentaires. Je crois que c'est titre avec des Y, hein. Au pire, je te l'enverrai. Ouais, ça marche. Il fait Je des le mettrai en lien. documentaires sur, c'est ça, sur le sens de la vie, il interroge des thérapeutes, des médiums, des énergéticiens, et en fait, il y a toujours des valeurs qui sont mises en avant sur comment on doit vivre, sur c'est quoi la vie, c'est D'accord. quoi la matérialité, et en fait, ça m'a ouvert complètement. Mais tu vois, un bouton, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur un bouton on, et tout ce que j'ai vu, je me suis même pas posé la question de savoir si c'était vrai ou pas, je savais que c'était vrai. Tu vois, c'est un bouton qu'on a appuyé. Je me Mhm. suis dit, ça y est, en fait, je reconnecte à quelque chose qui m'appartient.
Et à partir de là, ça a été fulgurant parce que suite à ça, je sais pas, j'ai dû découvrir ça, je sais pas, j'avais peut-être 16 ou 18 ans, je me souviens plus. J'ai eu tout le passage de ma sensibilité qui a été hyper difficile. Il a fallu que je sorte un peu d'une sphère un peu trop lourde pour découvrir ça ensuite vers mon adolescence. Mhm. Et suite à ça, là, j'ai commencé à me tourner vers certains thérapeutes, vers certaines vidéos YouTube où il y avait des thérapeutes qui parlaient. Puis suite à ça, j'ai commencé à m'interroger à la sophro, à l'énergie, voilà. J'ai commencé à me chercher à ce niveau-là. Puis quand je suis rentrée dans l'école de sophrologie, là, on m'a complètement déstructurée. C'est-à-dire que j'ai D'accord. revu mes croyances, j'ai revu mon éducation, j'ai appris à pardonner aussi des choses que voilà, j'arrivais pas à passer, j'ai lâché des émotions que j'avais gardées depuis longtemps, de la colère, de ressentiment. Donc là, je suis rentrée vraiment dans un gros processus, quoi. Ok. Mais je dirais que ça a toujours été là, en fait. Mais tu vois, c'est des marches, marche après marche. Finalement, on nous ouvre des portes quand on est prêt. Donc, il y a des choses que je me suis pris. On m'a laissé le temps de voir les leçons et de comprendre que c'est pas ça, que je voulais autre chose. Et comme je voulais autre chose, on m'a ouvert une autre porte et je suis Mhm. rentrée, en fait. C'est toujours une question de choix, en fait. C'est quel choix tu fais de ça? Est-ce que tu choisis de suivre le mouvement et de pas t'écouter. Mais à un moment donné, moi, ça a bloqué parce que je sentais que j'étais malheureuse. Donc, je me suis dit, je dois m'écouter, je peux pas faire autrement. Le cœur était complètement anesthésié. Mais il y a des personnes qui vont au-delà de ça, qui dépassent Mhm. ça. Et c'est là qu'ils commencent à fracturer des choses en eux, quoi. Ouais. Après, Euh, ce qui nous retient un peu, c'est, enfin, en tout cas pour ma part, moi, c'était la peur d'être jugé, surtout, mm, oui, d'être différent. Donc, être différent, tu le sais intérieurement que tu es différent. T'as pas envie de le ah, montrer aux autres, donc tu fais un peu comme tout le monde. Tu te sens pas bien. Tu parlais presque de perte d'identité. Je sais qu'il y a beaucoup c'est de personnes hypersensibles que je connais autour de moi qui m'ont dit un jour, ben, j'ai perdu mon identité, je ne sais plus qui j'étais. Et moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai eu différents métiers tout au long de ma vie, parce que dire à mes parents que je voulais faire autre chose que ce que j'étais prédestiné, c'était compliqué. Donc je me suis forcé à faire des mm, choses que j'avais pas du tout envie. Et depuis quelques années maintenant, je m'autorise à être qui je suis, même si j'apprends encore tous les jours à savoir qui je suis. Euh, c'est important de dire aux gens qui nous écoutent que vous avez une intuition, elle est forte. mm, Il y a des moments où on est prêt, il y a des moments où on l'est moins, on a des peurs qui sont présentes, on a peur d'être jugé, on a peur de l'inconnu, on a peur de l'invisible. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur de l'invisible, mm. peur des énergies, peur de tout ça. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir Laurie et de pratiquer des belles séances de sophro ou d'hypnose ou juste d'aller faire une séance de cartomancie pour voir et enfin, déjà par curiosité, qui n'a pas souhaité savoir en fait. Peu importe la question, on a envie de savoir. Donc c'est C'est hyper ça. intéressant. Est-ce que tu as un livre à recommander, Laurie, un livre, toi, qui t'a marqué? Moi, j'en ai un, Mm, je le cite souvent, c'était Les 5 blessures de Lise Bourbeau, moi qui m'a fait beaucoup de bien. mm, J'ai les 4 accords Toltec qui riment plutôt bien ouais, avec ce que je vis. Je suis en train de lire un livre de Natacha Calestrémé ouais. sur les Sur libérations. l'énergie? Ouais, Ouais. très intéressant. Est-ce que tu en as un, toi, à conseiller? Ouais. Il y en a tellement qui sont fabuleux, mais je dirais que celui qui m'a chamboulé pas mal, c'est La prophétie des Andes. Je sais pas si tu l'as lu. La prophétie des C'est âmes? un livre des Andes. Des La Andes? prophétie. Alors, il est très bien connu, mais alors, c'est une pépite, ce livre. C'est une D'accord. grosse pépite, surtout dans cette période actuelle, parce il explique très bien ce qu'on doit vivre là, avec l'évolution qui est en route, avec cette reconnexion voilà, qui rappelle les âmes aussi par rapport à ça. Mais Mhm. surtout, c'est comment tu peux apprendre à te détacher en fait de tous ces mécanismes un peu de domination que tu as, que tout le monde Ok. a en fait. C'est-à-dire on a tous des mécanismes de domination sur l'autre en fait, que ça soit par une victimisation, que ça soit par le côté bourreau ou par le côté voilà, j'essaye d'exister pour ce que je suis pas, mais pour me donner un peu une image. Donc, et ce livre, il est hyper passionnant. Pour toutes les étapes de reconnexion, de là où tu pars, même pour comprendre aussi le rôle de tes parents aussi, dans ta Ok. lignée aussi. Ah Parce que oui. c'est toujours intéressant de se dire, mes parents, ils sont venus travailler quoi? Voilà, dans cette vie, ils sont venus m'inculquer, me transmettre quoi? Parce que même si on peut avoir une enfance hyper difficile, il faut pouvoir faire
cette mise à distance de tout ce côté personnel et se dire, OK, mes parents, en fait, c'est quoi leur valeur? C'est quoi qu'ils Mhm. tiennent le plus à Mhm. travers leur peur qu'ils ont? C'est quoi leur valeur? Parce que c'est cette valeur-là que nous, on est venu aussi porter et sublimer. Parce qu'on oublie aussi ça. Souvent, moi, je vois beaucoup de personnes qui coupent des liens avec la famille parce que je peux tout à fait comprendre, hein, traumatisme, voilà, grosse douleur, mais c'est couper une partie de son histoire aussi et c'est de pas pouvoir comprendre le lien qu'on a avec nos parents. Parce qu'on a un fort lien avec nos parents et on vient sublimer finalement ce qu'ils n'ont pas réussi aussi eux à transmettre. C'est que ça, en fait, la lignée Mhm. transgénérationnelle, elle est que là. C'est-à-dire qu'on descend à chaque fois, on arrive avec nos bagages, notre parcours, et on vient sublimer ce que l'ancien a fait. Et à nouveau, nos enfants qui arrivent là, ils vont sublimer nous à notre tour, parce qu'on a mis en avant, ils vont encore plus le sublimer. Donc il Mhm. y a ce besoin de reconnaître un peu ses parents et puis ses grands-parents et puis voilà sa génération pour savoir, ok, ma lignée, elle descend de quoi? C'est quoi que porte C'est ma hyper lignée que intéressant. moi je suis venue mettre en lumière en fait. Et ben dans La prophétie des Andes, qui est un livre vraiment incroyable, il parle de ça. Et c'est en plus c'est romancé, c'est vraiment une histoire c'est une histoire vraie pour le coup, mais elle est racontée sous forme d'histoire, sous forme Mhm. de périple et d'aventure. Et en fait, moi je le conseille vraiment de le lire. Alors il y a peut-être des passages qui peuvent être un peu difficiles, mais globalement c'est un livre qui est incroyable Ok, quoi. on note, Donc on même prend si note, toi tu connais pas, moi je suis sûre que tu vas adorer parce que il est porteur de clairement. lumière ce livre incroyable. Bon, on m'en Et j'ai mis conseille du à temps. chaque fois. On m'en conseille beaucoup et je les note. Ouais, J'ai toute une vie ouais, pour rattraper ça, mais ouais, ok, c'est noté. ouais. Très bien. Et dernière question. Qu'est-ce que tu fais, Hmm. toi qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand tu as un coup de moins bien? Est-ce que tu un secret? Ouais. Est-ce que tu as un truc à toi? Un truc à moi. Ouais. Alors, je dirais que j'en ai deux. Le premier, c'est que je médite. Alors moi, j'adore méditer. Ouais. Ça a été la première ouverture, même avant la sophro, hein, j'ai commencé à méditer. Simplement juste faire le calme, à Mhm. réussir à apaiser les énergies. Il y a pas, j'ai pas besoin de visualiser des choses. Ou moi, ce que j'aime bien, c'est méditer. Des fois, je suis sur une musique ou même sur une méditation guidée, mais c'est juste retrouver le calme. Tu vois, les énergies, les apaiser. Il y a quelque chose d'hyper organique qui me plaît beaucoup. Ok. Et après, j'écris Ok. des livres aussi. Donc, j'écris des livres pour enfants, pour les reconnecter aussi à leur spiritualité. Ça, j'aime bien. Génial. Ok. Et des romans aussi. Donc, je dirais que alors ça, c'est ma thérapie depuis toujours, l'écriture, depuis que je suis toute petite. J'ai tout essayé, hein, le dessin. J'aurais aimé savoir super bien dessiner, mais j'y arrive pas. Et finalement, je l'ai trouvé dans les mots, narrer des histoires, raconter des choses. Ça a été ma plus grosse thérapie. Donc ça m'accompagne depuis peut-être que j'ai 6 ans, quoi, que j'ai commencé à écrire. D'accord. Ah ouais. Ouais, depuis D'accord. toute petite, hein, 6 Précoce. 8 ans, ouais. Et la méditation, je dirais que ça fait régulièrement maintenant, j'en fais, oui, 4 5 ans vraiment que je suis dedans, où j'aime bien prendre ma petite demi-heure, tu vois, juste pour, c'est comme un point, Mhm. 3 petits points en suspension, un peu des fois dans un quotidien. Ouais. Très, très plaisant. Moi, c'est Ouais. devenu une façon de vivre, la méditation. Mm. J'en ai besoin. J'en fais une demi-heure, pas en une fois. Je fais 3 fois 10 minutes. Mm. Mais il me faut. C'est devenu une drogue, en fait, la Ouais, ouais, méditation. c'est chouette. C'est trop bien. Et des fois, Ouais, j'ai du mal à en sortir. Tu vois, au début, j'avais du ouais. mal. Je méditais 4 5 minutes. Moi qui est hyperactif, j'avais du mal à me poser vraiment. Je méditais quatre Mm. cinq minutes et dans ma tête, c'était des méditations guidées. Je me dis, allez, là, elle va me dire, vous pouvez réouvrir les yeux, regardez autour de vous, allez, 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 ça fait combien de temps que je médite là? Et maintenant, au Ouais, bout de 10 minutes, je me dis, mince, je serais bien resté ouais. encore 10 ou 15 minutes. Mais ok, bah écoute, on note tout ça. Euh, Mais tout est une question de rééducation, hein, c'est toujours pareil. Enfin, ça me fait Ouais, penser à moi au début où je me disais oui, il faut, et puis en fait, on a autre chose qui passe avant. c'est Et ça. puis un jour, on se force un peu, on se dit bon, allez, cette semaine, tous les jours, je me prends juste un petit temps. Puis après, on tombe dedans, quoi. C'est C'est ça ça. qui est chouette. C'est ça. C'est juste qu'on aime se retrouver avec soi. C'est le moment où, voilà, je suis moi avec moi. Et j'apaise tout ça, quoi. Et là, ça fait du bien, parce qu'après, on Ah ouais, rattaque une demi-journée c'est où on clair. est beaucoup C'est plus clair. apaisé, quoi. C'est clair. On dit que Mm, pour créer une habitude, ça prend 6 semaines et c'est vrai. c'est ça. Faites-le. Ouais, c'est ça. Ok, Laurie, je crois qu'on a
On a fait le Mhm. tour du sujet. Il y a d'autres Ça marche. points on aurait pu faire un podcast autour de plein de choses, parce qu'il y a toujours plein de choses à raconter, et je suis toujours Mm. émerveillé et content d'échanger. Mais pour le bien des podcasts, celui-là c'est le plus long d'ailleurs, je vois qu'on est à 59 minutes, ce sera le record. Ouais, Mais décidément. en tout cas, c'était cool. Merci beaucoup, Laurie, Ouais, ça marche. d'être venue, d'avoir échangé, partagé ton parcours et ton chemin. On te retrouve sur ton site internet qui est affiché en bas de cette publication, sur les réseaux sociaux. Et ben encore merci et puis à bientôt. À bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut.